Alors, je pense que l'enregistrement est en cours, donc tout va bien. Bonjour à tous. Donc, je pense que j'ai mis aussi la transcription et c'est... Donc, bonjour à tous, je m'appelle Christina Colonna-Distria, je suis point de contact national bio-environnement et je suis ravie de vous accueillir ici dans cette session en ligne aujourd'hui dans le cadre d'un webinaire qui s'adresse aux entreprises et qui est censé de vous donner quelques pistes, quelques bonnes pratiques et aussi à vous aider à comprendre comment vous, en tant qu'entreprise ou acteur d'accompagnement d'entreprise, pouvez mieux aider, accompagner les entreprises ou être accompagné en fait et vous positionner sur les projets Horizon Europe et surtout les actions qui sont liées au cluster 6 bio-environnement. Donc, comme je l'avais évoqué, ce webinaire est enregistré et sera diffusé ultérieurement. Pour toute question, n'hésitez pas à utiliser le chat pendant la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi-même, j'ai préparé des questions qui seront adressées au témoignage plus tard. L'idée étant de vous donner le plus possible de réponses à vos questions que vous pouvez vous poser en tant qu'entreprise. Et puis pour arriver au programme, donc ce webinaire va se dérouler sur 1h30, donc nous sommes censés de finir à 15h30. Il est divisé en 3 grosses parties, donc une première qui est plutôt axée sur ce qui sera en fait présenté par notre coordinateur Antoine Keffer qui est ici présent et qui va se concentrer plutôt sur les statistiques, les résultats, vont vous donner quelques idées de comment les entreprises françaises se positionnent à l'horizon Europe. Ensuite, une deuxième partie qui sera présentée par ma collègue Laura Seden, également PCM Bio-Environnement, qui sera plutôt axée sur les clés de compréhension des appels à projets Horizon Europe, comment vous pouvez les lire, comment vous devez construire vos partenariats afin qu'elles soient financées par le programme cadre, qu'elles soient des candidatures à succès, et puis vous donner aussi quelques idées de positionnement stratégique, de comment s'y prendre pour la recherche de partenaires dans les projets Horizon Europe et notamment les appels à projets du cluster 6. Et ensuite, on va procéder à la troisième étape clé de ce webinaire parce que on considérait au sein du PCN qu'il est très intéressant d'avoir des témoignages, des bonnes pratiques, des participants entreprises aux appels à projets Horizon Europe pour vous donner une ordre d'idée pratico-pratique, comment concrètement les entreprises se positionnent dans ces projets, comment ils abordent, quelle est leur stratégie de positionnement sur les projets Horizon Europe, quelques conseils aussi de leur côté, quelques conseils pour vaincre les peurs d'y aller et puis pour avoir des candidatures réussies, construire des partenariats réussis. Et on va conclure avec une session de questions-réponses parce que cette troisième session, elle va se dérouler sous le format d'une table ronde. Moi-même, je vais l'animer, l'idée étant de poser aux 3 intervenants des questions différentes qu'on a préparées en amont et qu'on pensait intéressantes pour vous. Mais s'il y a d'autres questions qui ne sont pas abordées, n'hésitez pas de les poser dans le chat ou à l'oral. On a quand même une quinzaine de minutes pour le faire. Avant de donner la parole à Antoine, vu qu'on est en ligne et qu'on ne peut pas se voir en présentiel, ce qui aurait été bien sympa, je vous ai préparé une question qui devrait briser la glace avec vous, l'audience. Donc, je vous invite tous à scanner ce code et répondre à la première question. De mon côté, je vais partager l'écran pour pouvoir voir les réponses. Donc, dans quelle région, donc d'où venez-vous? L'idée étant de se faire une idée des acteurs, de la présence géographique des acteurs dans le cadre de ce webinaire. Donc, on voit que la Bretagne est un renfort.
Île-de-France, Normandie, On voit pas ta région, Christina. ah, j'ai pas pris le temps de répondre, Ah mais si, c'est vrai bon, que ça j'aurais. commence. Allô? Ça commence. Ah, je suis rassurée. Oui, c'est pourquoi. Merci à la région Sud qui répond. Alors, Pardon? Contrôle de quoi? ah, il y a quelqu'un qui a Non, activé le merci, c'est bon. micro. Alors, je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de répondre. En tout cas, voilà, on voit que la région Bretagne est en renfort, Pays de la Loire, l'Occitanie, l'Île-de-France. La région de PACA est un peu petite. Et je lance du coup la deuxième question qui est censée nous donner une ordre d'idée sur votre connaissance des projets collaboratifs Horizon Europe. Donc, merci de répondre si vous êtes familier avec ces financements, pas du tout, que vous êtes en train de découvrir ou un tout petit peu. Donc, on voit que quand même la majorité pour l'instant est au courant des programmes de financement Horizon Europe, 80%. Ah, je pense que ça se stabilise. Merci pour vos réponses. En tout cas, ça nous donne les tendances et on voit qu'une partie de participants sont déjà au courant de ce type de financement. Donc, je pense que Laura adaptera sa présentation aussi compte tenu de cela, mais sachant qu'il y a quand même une petite partie qui vient d'apprendre. Donc, comme le public n'est pas toujours homogène, on voulait que ça soit intéressant pour tout le monde, pour les primo-déposants et pour ceux aussi qui ont une compétence avérée dans les projets Horizon Europe. Je reviens à ma présentation. Une petite. Il est en train de charger. Et du coup, je propose de passer la parole à Antoine Kieffer, qui est notre coordinateur du PCN Bioenvironnement pour le premier point. Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire à destination des entreprises. Je vais faire une brève présentation des résultats. J'ai quelques petites slides juste pour montrer un petit peu la proportion des entreprises par rapport aux autres acteurs dans le cluster 6 d'Horizon Europe. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Voilà, donc là, je ne sais pas si c'est très très lisible, mais en tout cas, ça c'est donc la répartition des fonds obtenus sur le cluster 6 en 2021 et 2022 par catégorie d'acteurs. Donc, ce n'est pas les fonds demandés, c'est les fonds vraiment obtenus, les projets qui ont été financés. Et ça, donc, c'est sur le premier graphe, c'est sur l'ensemble de l'Europe. Donc, on peut voir qu'on a à peu près 19% des fonds qui ont été alloués à des structures privées et notamment des PME. Donc, c'est pas mal. Mais en France, je crois qu'on est encore un petit peu mieux. Si tu peux passer sur la suivante. Voilà. En France, on se rapproche plutôt des 25%. Donc, c'est assez positif à voir puisque sous Horizon 2020, donc le précédent programme, on avait parfois un petit peu de mal à mobiliser les entreprises et c'était surtout
les acteurs académiques qui saisissaient de ces sujets. Et là, j'ai l'impression que les entreprises commencent de plus en plus à comprendre l'opportunité que cela peut représenter. Bon, bien sûr, ça va être très inégal en fonction des thématiques, mais sur certaines thématiques, les entreprises sont très présentes. Je pense notamment à toutes les questions de bioéconomie, économie circulaire. Là, on a des très bons chiffres en ce qui concerne les entreprises. Slide suivante. Voilà, là, c'était pour montrer un petit peu, à titre de comparaison avec les autres pays, les participations des PME au cluster 6 d'Horizon Europe. Donc la France est quand même plutôt bien placée. On est en troisième position derrière l'Espagne et l'Allemagne en termes de nombre de participations. Par contre, en termes de contributions obtenues, c'est pas aussi bien. Mais ça, c'est un problème qu'on retrouve de façon générale au niveau du cluster 6. C'est pas que les PME, c'est tout le monde. Les acteurs français ont tendance à être un petit peu trop modestes dans les fonds demandés, peut-être aussi par peur de s'engager de façon trop conséquente sur des projets européens et donc ensuite de ne pas avoir le temps de faire les activités. Mais je pense que voilà, on peut faire un petit peu mieux, être un petit peu plus audacieux sur les fonds que l'on demande. Parce que là, on voit que les entreprises s'engagent, mais encore un petit peu timidement. Je peux comprendre complètement, mais l'idée d'aujourd'hui, ça va être de vous montrer tout l'intérêt qu'il peut y avoir à s'investir de façon assez conséquente dans les projets de type Cluster 6. Slide suivante. Voilà, et là, c'était juste à titre d'exemple pour vous montrer les acteurs qui étaient dans le top 10 français en termes de financement obtenu sur 2021-2022. Alors, on a pas mal de représentations des instituts techniques qui ont un statut un petit peu ambigu, puisqu'ils sont toujours un peu entre le privé et le public. Mais voilà, on va retrouver pas mal d'instituts techniques, mais aussi des entreprises de conseil et des entreprises qui ont une expertise un petit peu plus technique. Alors juste pour information, toutes ces informations que j'ai extraites là, c'est pas des informations secrètes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elles sont toutes disponibles sur un outil qui s'appelle le dashboard Horizon Europe et qui est accessible librement en fait. Et ce qui est sympa, c'est que ça compile vraiment les résultats Horizon Europe sur une année entière. Et il est possible de sélectionner les appels sur lesquels on peut voir les résultats. Ça demande un petit peu de prise en main, mais c'est ouvert à tous. Et en bidouillant un peu, on trouve assez facilement des informations assez intéressantes. Donc, si vous voulez creuser un peu plus, il ne faut pas hésiter à aller regarder le dashboard ou à nous poser des questions spécifiques. On n'aura pas forcément réponse à tout, mais on essaiera de vous accompagner au mieux. Et je crois que sur ma partie, c'était la dernière slide et je vais laisser la parole à ma collègue Laura. Merci Antoine. Avant de donner la parole à Laura, juste un petit mot que j'ai oublié de dire en intro. Je voulais quand même remercier dans l'organisation de ce webinaire à nos relais qui représentent les écosystèmes des régionaux et qui travaillent avec les entreprises. Je ne l'avais pas dit dans l'intro, mais la méthodologie et la construction de ce webinaire, c'est axé sur un groupe de travail qu'on a organisé avec certains relais qui ont répondu présent et qui ont pu collaborer avec moi pour construire ce programme et qui m'ont par ailleurs aidé aussi pour trouver les témoignages. Donc, je remercie à ce relais et surtout à VG Police, au pôle de compétitivité France Water Team et au pôle Valorial qui m'a aidé à identifier les intervenants de la table ronde virtuelle qu'on va organiser plus tard. Et maintenant, je passe la parole à Laura pour l'intervention sur participer à Horizon Europe. Ok, bonjour à tous. Merci beaucoup Christina et Antoine pour ces propos introductifs. Donc, quand on a réfléchi un peu à l'organisation de ce webinaire que Christina a organisé, on s'est dit que voilà, pour les entreprises, c'est jamais simple de prendre le temps de se renseigner sur les appels à projets. Et du coup, on voulait vous faire un petit vadémécum un peu rapide et résumé de comment est-ce qu'on participe à Horizon Europe et quels sont un peu les sujets à avoir en tête pour comprendre un peu la logique des appels et avoir quelques conseils de participation pour se lancer. Donc déjà, comme l'a bien dit Christina, on se situe bien dans le
dans les clusters, dans le pilier 2 d'Horizon Europe. Donc, on a des appels qui sont collaboratifs et ce sont des appels qui sont prescriptifs. On a un texte de l'appel auquel il faut répondre. Et donc, comme vous le voyez là sur la slide, c'est vraiment voilà, il y a un texte d'appel qui est toujours organisé comme ce que vous pouvez voir là, avec un titre, un tableau avec des conditions spécifiques et puis un texte d'appel. Donc dans le titre, voilà, vous avez un résumé de la thématique de l'appel. Vous avez un code du topic ou de la ligne d'appel. Donc là, vous voyez par exemple Horizon CL6 pour Cluster 6, 2022 pour l'année de lancement de l'appel. Cirque Bio, c'est la destination. Et puis ensuite 0107, c'est le numéro de l'appel. Et c'est vrai que ça vous permet de vous retrouver sur l'appel, de ne pas se mélanger les pinceaux. Ensuite, vous avez les conditions spécifiques dans lesquelles vous allez voir vraiment les conditions de participation de base de l'appel. Donc, le budget qui est dédié à l'appel, le budget qui est dédié pour chaque projet, ce qui vous permet aussi par une petite division, d'imaginer le nombre de projets que la Commission européenne entend financer sur cet appel. Donc là, par exemple, vous avez 9 millions d'euros pour chaque projet et un appel qui est à 18 millions. Bon, bah voilà, on imagine qu'il y aura 2 projets financés. Vous avez le type d'action aussi. Donc là, il s'agit d'une action de recherche et d'innovation, mais il peut y avoir aussi des actions d'innovation, IA, ou des CSA, des actions de soutien et de coordination. Et puis ensuite, vous avez souvent le niveau de TRL qui est indiqué. Je n'explique pas ce que c'est que TRL, mais s'il y a des questions, on pourra y répondre. Mais c'est vrai que ça vous donne aussi une indication de ce qui est attendu en termes de développement technologique ou de développement de solutions, à quel niveau d'avancement il faut que le projet se situe. Et puis ensuite, vous avez 2 sections dans l'appel, les expected outcomes, donc un peu les grands enjeux de là où se situe l'appel et ce qu'on en attend. Et puis le scope qui va rentrer vraiment plus dans le détail voilà, du texte de l'appel, exactement ce qu'on en attend et le détail des attendus. Slide suivante. Alors, quelques grands rappels sur Horizon Europe et les conditions de participation. Donc, comme je disais, on est sur des projets collaboratifs, donc on attend à avoir des consortiums qui répondent à ces appels. Et donc, la règle de base, c'est d'avoir au minimum 3 entités légales indépendantes issues de 3 États membres de l'Union européenne ou pays associés à Horizon Europe. Donc, les pays associés, c'est la Norvège, c'est voilà, la Turquie, etc. Donc, vous avez la liste des pays associés et des pays éligibles, puisqu'il y a un certain nombre de pays, notamment les pays à faible revenu, qui sont également éligibles à Horizon Europe. Donc, on vous a mis le lien dans la présentation. Ça vous permet d'être bien à jour. Et puis, évidemment, ça, c'est les règles générales. Il faut bien lire le texte de l'appel pour s'assurer qu'on a bien répondu à toutes les conditions de participation avant de se lancer. Je pense que là, tu peux passer toute la slide pour avoir toutes les infos ici. Ouais, merci beaucoup. Donc, sur les conditions de participation, ce qu'il faut retenir, donc j'ai mentionné rapidement les différents types d'actions. Donc, les actions de recherche et d'innovation, les actions d'innovation et les CSA. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la grande majorité de ces appels, ils sont financés à 100% des activités qui sont proposées. Donc, toutes les activités, tous les coûts directs sont éligibles dans la limite du budget qui est proposé par la Commission européenne. On peut aussi en proposer un supplémentaire, mais il vaut mieux se mettre dans les clous de l'appel. La seule exception qu'il peut y avoir, c'est sur les actions d'innovation, et c'est important parce que c'est vraiment à destination des entreprises, où là, en fonction des appels, le financement n'est pas à 100% des activités, il est plutôt autour de 60 ou 70%. Là aussi, il faut vraiment regarder le détail de l'appel. Et puis, je vous ai ajouté aussi la durée moyenne des projets qui sont financés dans le cadre du pilier 2 et des clusters. Donc voilà, c'est pour les RIA et IA, c'est en général entre 36 et 48 mois. Et souvent, les CSA sont un petit peu plus courtes. En termes de coûts éligibles, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est important de savoir que quand on dit 100%, ça veut dire que tous les coûts éligibles, donc les coûts de personnel, les coûts de déplacement, certains équipements aussi, les biens, l'achat de consommables, etc., sont éligibles et ils vont rentrer dans ce 100%. Et puis ensuite, il y a un taux forfaitaire qui s'applique automatiquement, qui est de 25%. Et donc tout ça, ça fait votre budget global du projet que vous allez déposer.
C'est important de tenir compte du fait qu'il y a 25% de coûts indirects dedans. C'est important, voilà. Slide suivante. Donc, le processus temporel d'un appel Horizon Europe du cluster 6, par exemple, il se situe, voilà, comme vous pouvez voir, il y a le moment où on a l'appel, les appels à projets, ils sont publiés dans un programme de travail. Et puis, une fois que voilà, on vous donne en général la clôture de l'appel, là par exemple pour le cluster 6, les clôtures d'appel, elles sont pour les appels 2024 autour de février par exemple, prochain. Une fois que la deadline est passée, il y a ce qu'on appelle un time to grant, c'est-à-dire qu'entre le moment où la deadline, entre la deadline et le moment où le projet peut se lancer, c'est 8 mois maximum. C'est un maximum que s'est fixé la commission pour que ce soit un peu dynamique et que les projets, entre le moment où on dépose le projet et le moment où il est financé, il n'y ait pas des sauts technologiques qui soient trop importants. Et donc, du coup, voilà, on compte environ 5 mois d'évaluation. Ça, c'est intéressant aussi pour les entreprises. C'est un processus qui est, même si ça peut paraître long, c'est rapide pour une évaluation d'un projet collaboratif européen. Voilà. Et donc, ensuite, une fois qu'on a les résultats, eh ben, on prépare la convention, la signature de la convention de subvention et l'accord de consortium, qui sont les deux grands documents qui vous permettent de dire que vous avez eu un projet européen. Voilà, slide suivante. Alors maintenant, si on rentre dans l'évaluation, alors il faut avoir en tête quelques petits éléments. Déjà, les critères d'évaluation sont les mêmes pour tous les projets. Il y en a 3 qui sont principaux, qui sont l'excellence, la qualité de la solution qui est proposée par le projet, l'impact, quel est l'impact qu'il va y avoir en matière, l'impact scientifique, l'impact en matière d'innovation, l'impact voilà, en termes de résultats économiques, etc. Et la qualité de la mise en œuvre, implementation, on appelle ça en anglais. Mais voilà, est-ce que pour le projet qui est proposé, sa mise en œuvre va être adéquate? Donc c'est important de bien avoir ces trois critères en tête là parce que, on peut avoir un très, très bon projet. Si la mise en œuvre est insuffisante, on ne sera pas financé. Le processus d'évaluation, il peut être en 1 ou 2 étapes et la particularité d'Horizon Europe, c'est qu'on est évalué par les pairs. Donc ce sont des comités d'experts, indépendants, qui sont, sur une base de données de la Commission européenne, et qui sont sélectionnés parce qu'ils vont être spécialistes du sujet de l'appel. Ce qui est intéressant avec ces comités d'experts, c'est qu'ils ont des profils très variés. Ça peut être des académiques, mais c'est aussi des gens qui viennent du secteur privé et y compris pour les entreprises, il ne faut pas hésiter à s'inscrire en fait sur cette base de données. On vous a mis le lien là, devenir expert évaluateur. Vous pouvez vous inscrire individuellement sur la base de données, vous indiquez un peu les mots-clés sur lesquels vous avez de l'expertise et en fonction des besoins, la commission, elle peut faire appel à vous pour évaluer des dossiers. C'est intéressant parce que ça permet aussi de voir un peu l'envers du décor. L'évaluation, c'est un très bon moyen de comprendre comment les projets sont sélectionnés, qu'est-ce qui est attendu par la Commission européenne. Et si on s'intéresse, si on a envie de déposer des projets, de commencer par être expert évaluateur, c'est vraiment une très bonne, une porte d'entrée intéressante. Alors ensuite, si on rentre dans les détails voilà, des conseils, voilà, maintenant je vous ai donné un peu les règles de participation très générales. Et ensuite, on avait réfléchi avec Christina, Antoine et toute l'équipe du PCN à quelques conseils vraiment spécifiques voilà, les choses qu'il faut avoir en tête quand on dépose un projet et quand on est face à un topic de la Commission européenne. Déjà, le premier conseil, c'est vraiment de comprendre le contexte. En général, dans l'appel, il est jamais, il sert toujours à quelque chose et il sert toujours, en général, une politique publique. On parle, par exemple, des politiques de la ferme à la fourchette, par exemple. Enfin voilà, ce sont des politiques européennes qui englobent un certain nombre de choses, qui dépassent les enjeux de recherche et d'innovation, mais le programme cadre Horizon Europe, le cluster 6, il va être là pour y répondre. Et donc, c'est important d'avoir un peu ce contexte politique, économique en tête, et puis un peu les grands attendus de l'Union européenne quand on se lance dans le projet. Évidemment, c'est important aussi de regarder le budget qui est attendu pour chaque topic, et puis d'arriver voilà, à imaginer qui a écrit l'appel. Alors, on n'a pas toujours l'information, mais
Mais ça peut être, voilà, ça peut être intéressant de savoir à quelle partie de la commission a travaillé sur l'appel. Là aussi, nous, en tant que PCN, on peut vous aider là-dessus. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous avez un appel et que vous ne comprenez pas trop les contextes, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On peut vraiment travailler ça avec vous. Il faut être évidemment attentif aux critères d'éligibilité. Ça, c'est évidemment essentiel, hein. Certains appels demandent d'avoir une coopération internationale, par exemple. Il faut en tenir compte. Il faut bien sûr prendre en compte les objectifs de TRL, de Technology Readiness Level, et puis bien vraiment lire tout l'appel, vraiment jusqu'à la moindre virgule. C'est ça qui est important. Il faut garder en tête aussi que les appels sont plus ou moins prescriptifs. Certains vont vraiment dire, bah voilà, on a besoin de trouver des solutions pour tel et tel enjeu, et il revient au consortium qui dépose d'identifier ces solutions-là. Donc parfois, on va se dire: «Mais moi, ma solution, elle n'est pas écrite directement dans l'appel. Est-ce que c'est quand même éligible?» Ben, souvent, il faut lire un peu dans le détail. Et bien souvent, oui, si vous répondez aux objectifs, mais que la solution, elle n'est pas écrite noir sur blanc dans l'appel, ça peut tout à fait être financé dans ce cadre-là. On a tendance à dire, nous, de toujours faire, les 2 lectures de l'appel, la lecture de la girafe et la fourmi. Ça fait un peu La Fontaine comme ça, mais c'est une image qui est intéressante. Le principe étant d'avoir une vision de girafe qui voit l'ensemble et un peu les grands objectifs, les politiques à l'œuvre, et cetera. Et puis, par ailleurs, d'avoir une lecture qui soit celle de la fourmi, qui va aller regarder chaque virgule de l'appel, chaque mot-clé, pour être sûr que le projet qu'on dépose, il réponde bien à la totalité de l'appel. Et donc ça, c'est important. Souvent, on conseille même d'avoir au sein du consortium des partenaires qui vont faire la girafe et d'autres qui vont faire plutôt la fourmi, et je trouve que c'est intéressant de voir, de pouvoir se coordonner avec ses collègues, comme ça. Slide suivante. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris la main. Ah. Je vais essayer de reprendre. C'est bon, je crois. Merci Christina. Alors, coordonner ou participer. Donc comme vous savez, on a c'est un consortium qui répond. Dans ce consortium, il y a un certain nombre de partenaires et il y a un coordinateur. Le coordinateur, ça va être l'entité qui va être l'interlocuteur premier de la Commission européenne, et puis c'est lui qui va être, enfin voilà, qui va être le pilote un peu du projet, relancer les partenaires et puis, un peu donner les grandes lignes directrices du projet. Les avantages, c'est évidemment qu'on est les plus visibles, hein. On est souvent celui qui a le plus de budget parce qu'on a le management du projet à gérer. Dans les difficultés que ça implique, ben, ça veut dire qu'il y a plus de travail, que souvent, on demande plutôt au coordinateur d'avoir déjà une expérience de projet européen avant de se lancer, parce que c'est vrai qu'il faut un peu avoir la structure administrative qui peut soutenir ça. Donc quand on commence les projets européens, souvent on dit: «Bah, allez plutôt en tant que participant». Là, la charge de travail préparatoire, elle est un petit peu plus allégée. On vous demande d'aller travailler sur une partie du projet. Les inconvénients, c'est que ça peut être, des retombées moindres, mais souvent c'est une très bonne porte d'entrée. Ça permet d'intégrer un consortium. Ça permet aussi d'être visible aussi au niveau européen auprès de partenaires, et c'est un vrai, voilà, c'est un vrai plus quand on développe son activité, en particulier quand on est une entreprise, de se lancer en tant que participant sur un projet européen. Slide suivante. Alors, quelques conseils pour démarrer. Alors, en particulier pour les entreprises, la participation à des projets européens comme Horizon Europe, c'est pas, il faut pas le voir comme, la deadline, en février. Faut essayer d'avoir cette vision un peu long terme et de pas s'arrêter à juste la participation d'un appel à un projet, parce que, bah, parfois le projet il est pas sélectionné, parce que parfois les taux de succès font que c'est pas toujours, simple et qu'on n'y arrive pas du premier coup. Mais il faut essayer vraiment de voir ça sur le long cours, en disant: «On fait une première tentative en ayant une petite participation dans un projet, et puis petit à petit, si celui-là marche, ensuite on peut avoir des choses qui sont, plus, plus conséquentes, avec plus de budget, et cetera». Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui se construit un peu comme une stratégie de l'entreprise, hem et
voilà, ça implique aussi de se mettre en visibilité, d'être sûr que son expertise, elle est bien connue, qu'elle est visible aussi. Donc, la participation à des salons européens, c'est important. D'avoir un site web qui soit à jour et agréable, c'est important aussi. Et au fil du temps aussi, je pense que on gagne aussi en réactivité. Le premier projet européen auquel on participe, souvent, on va y passer pas mal de temps parce qu'on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Au fur et à mesure, quand ça fait partie vraiment de la culture de l'entreprise que de déposer des projets, c'est vraiment, c'est quelque chose qui devient plus facile et je pense que les les témoignages que vous aurez, iront dans ce sens-là aussi, par la suite. Ce qu'il faut aussi, c'est pas hésiter à recycler les projets qui sont bien notés, mais qui sont pas retenus. Évidemment, vous avez des retours d'évaluation à chaque fois que vous déposez un projet et donc ça, faut en tenir compte au maximum. Souvent, c'est des conseils qui sont vraiment bien pensés. Alors parfois, c'est pas toujours satisfaisant, de ne pas avoir son projet retenu, mais il faut s'appuyer sur ces retours là d'évaluation pour, améliorer son projet, améliorer l'expertise qu'on veut y mettre aussi. Et puis je pense qu'une des choses qui est importante pour une entreprise, c'est vraiment d'aller identifier, les sujets, les technologies sur lesquelles vous avez une valeur ajoutée et que vous pouvez vraiment valoriser au niveau européen. Il y a plein de sujets, il y a plein de sujets qui peuvent être financés, au niveau d'Horizon Europe et du Cluster 6. Il y a plein d'entreprises qui ont des expertises qui sont tout à fait valorisables dans ce cadre-là. Il faut vraiment arriver à la mettre en avant et à bien la connaître et à la mettre en avant. Et puis ensuite, évidemment, il faut trouver l'appel qui correspond et pas essayer de faire rentrer son projet au chausse-pied dans un topic qui ne correspond pas complètement. Et là aussi, en tant que PCN, on peut vraiment vous aider là-dessus. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Dernier conseil, l'union fait la force. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. Quand on a une entreprise, bah, on a des clients, on a un réseau souvent d'acteurs. Faut pas hésiter à imaginer d'y aller ensemble, en fait, même si ça veut dire y aller à plusieurs Français, hein. Ça, souvent, on a la question, mais du coup, est-ce que ça va pas être déséquilibré d'avoir 2 ou 3 partenaires français dans un consortium? Bah, très franchement, non, hein, les taux de succès, ils sont les mêmes et au contraire, ça permet de mettre ensemble plusieurs types d'acteurs. Si vous travaillez déjà avec, des collectivités ou des laboratoires de recherche, bah, d'y aller ensemble, en fait, c'est un vrai plus, et puis ça peut vraiment porter un projet. Slide suivante. Alors maintenant, si on rentre dans la rédaction du dossier, de toute façon, hein, je ne sais pas si on l'a dit, mais vous aurez les slides, sur le site qui seront publiés, donc je vais peut-être, passer rapidement pour qu'on arrive vite à la partie témoignage qui vous intéresse le plus, je pense. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un consortium équilibré et qui réponde aux enjeux de l'appel. Là encore, il faut vraiment essayer au maximum de partir de l'appel pour construire son consortium ensuite, pour pas calquer des choses qui seraient pas naturelles et voilà, qui ferait que le projet serait pas complètement en adéquation avec l'appel. Donc faire en sorte que, les équipes soient bien complémentaires et que, le consortium dans son ensemble réponde aux objectifs. Faut essayer d'anticiper au maximum. L'écriture d'un projet, en particulier quand il est collaboratif, ça prend un petit peu de temps. Donc il faut mieux se lancer au moins 4 ou 5 mois, avant la deadline, une fois que le consortium est établi. Donc ça veut dire que le consortium, faut encore l'anticiper, à plus que voilà, autour de 6 mois, il faut qu'il soit un peu arrêté. Prévoir des réunions de consortium, ça aussi c'est important, de se rencontrer, de savoir se répartir le travail. Là aussi, ça se fait un peu au fil du temps, d'avoir on a un travail un peu fluide avec ses partenaires. C'est bête, hein, mais c'est un projet collaboratif. Si on s'entend pas avec les gens avec qui on travaille, c'est plus compliqué, donc c'est mieux de bien s'entendre. Et puis voilà, il faut essayer de se répartir, le travail en fonction des expertises. Donc là, j'ai mis Work Package Leaders, donc vous savez, donc chaque projet européen, il va être, découpé, enfin pas découpé, mais organisé en différents lots de travail, des work packages, donc voilà, des lots de travail thématiques. Et bien souvent, sur chaque work package, certains partenaires vont prendre le lead. Donc là aussi, c'est important de dire, bah voilà, sur telle expertise, moi, je peux apporter mon expertise, mais par contre, je serai plutôt contributeur secondaire sur tel autre sujet.
Régler les questions de propriété intellectuelle, c'est très important aussi, en particulier quand on est une entreprise. Il faut protéger aussi votre expertise. Et là-dessus, il ne faut pas hésiter aussi à vous faire aider. Donc, je vais y venir un peu plus tard. Sur la rédaction du dossier, une rédaction simple, c'est vrai que ça, c'est facile à dire, c'est jamais facile à faire, mais il faut essayer de, voilà, de se mettre à la place de l'évaluateur qui ne connaît pas votre projet. Il faut essayer de rendre ça le plus simple et clair, sans jargon. Et puis soigner la partie impact, c'est souvent la partie la plus délicate à rédiger parce qu'il faut vraiment reprendre les impacts de l'appel et puis imaginer comment le projet peut y répondre de manière très, très concrète, avoir des impacts attendus mesurables dans le temps. Dire, ben voilà, on imagine augmenter la performance de telle ou telle chose de tant de pourcents, par exemple. Voilà, il faut vraiment essayer d'être le plus concret possible et puis imaginer des impacts à la fois à court terme et à long terme. Slide suivante. Voilà, alors quelques contacts, enfin quelques idées de contacts, quand on est une entreprise et qu'on souhaite se lancer sur les projets européens, il y a des choses qui existent pour vous aider. Au-delà du point de contact national, hein, évidemment, il y a des programmes pour les PME innovantes au niveau de BPI France, et notamment le programme Eurostar, donc n'hésitez pas, à les solliciter. Ça permet aussi de lancer un consortium et c'est ça qui est très utile. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher des pôles de compétitivité ou des clusters qui vous concernent, parce que eux souvent, ont vraiment une approche qui va être thématique et qui peut être très intéressante. Il y a des aides régionales qui sont ciblées aussi, qui peuvent être utiles pour les entreprises. Et puis, évidemment, faites-vous aider aussi de consultants quand c'est utile. Slide suivante. Alors, quelques rappels rapides. Je vais pas rentrer dans le détail de la présentation du cluster 6, mais c'est juste pour que vous ayez une idée des différentes thématiques qui sont couvertes. On a 7 destinations. Alors, les destinations, c'est des chapitres tout simplement un peu thématiques du cluster 6. Donc voilà, il y a la destination 1 qui est sur biodiversité et services écosystémiques. La 2 qui est c'est la destination Farm to Fork, donc les systèmes alimentaires, agriculture, agronomie, etc. La destination 3 sur l'économie circulaire, la bioéconomie. Destination 4 sur un environnement propre et zéro pollution. Donc là, ça va être vraiment sur les enjeux de pollution notamment. La destination 5 sur la terre, les océans, l'eau pour le climat. La destination 6 qui est sur les communautés et la destination 7 qui est sur gouvernance innovante, solutions numériques, observation de la terre. C'est un peu la destination fourre-tout, mais il y a vraiment des choses très intéressantes. C'est pas très positif dit comme ça. On répétera pas à la commission. Mais c'est un peu ça l'idée. Et puis du coup, on vous a mis le lien vers le programme de travail. C'est vraiment dans ce document-là que vous avez tous les 2 ans, vous avez la liste des appels qui sont publiés. Donc ça vous permet aussi d'avoir un petit peu de visibilité. Et là, actuellement, donc on est sur le programme de travail 2023-2024. Les appels 2023 sont passés et les appels 2024, on vous a mis la deadline là. La grande majorité se clôture le 22 février, hormis pour les appels de la destination 7, pour qui c'est le 28 février. Et puis après, il y a certains appels qui sont en 2 étapes, où la première étape est le 22 février, et la deuxième étape, quand vous déposez une pré-proposition qui est un peu plus courte. Si vous êtes retenu, vous déposez une seconde proposition qui est plus étayée, et là, c'est pour septembre 2024. Là, ça, on a déjà dit. Alors voilà, je vais passer très rapidement parce que vous aurez les slides et c'est vraiment juste pour vous donner une idée des sujets qu'il y a dans le cluster 6 hein, par destination. Donc je rentre pas dans le détail, mais ça vous permet de ne pas aller lire tout le programme de travail, aller vraiment cibler les thématiques qui vous concernent le plus. Et là encore, n'hésitez pas à solliciter le PCN, on peut vraiment vous aider là-dessus. Vous nous présentez votre projet et nous, on va pouvoir vous dire sur quelle destination vous êtes les plus à même de trouver des topics qui vous concernent. Voilà, et puis dernière slide, ou pas loin, avant-dernière peut-être, sur laquelle Christina a insisté aussi, elle a bien raison sur les enjeux de trouver des partenaires. C'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre avec les appels Horizon Europe. Comme c'est des projets collaboratifs, qu'on n'a souvent pas beaucoup le temps entre le moment où l'appel est publié et le moment où la deadline arrive, c'est important de vraiment réfléchir à constituer son réseau. Quand on est une entreprise, je disais, se rendre visible, etc. Il faut que vous ayez un réseau de partenaires européens aussi
qui vous permettent de répondre à des appels, mais voilà, qui ne soient pas juste pour un appel. Essayez de voir les choses sur une stratégie un peu long terme. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant et ce qui vous fera perdre le moins de temps aussi. Et pour ça, vous avez quelques outils. Alors déjà, au niveau du PCN, nous, on peut diffuser des recherches de partenaires ou des propositions d'expertise. On peut le diffuser au niveau national. On a notre liste de diffusion PCN. Mais on le diffuse aussi auprès de nos collègues PCN européens, ce qui permet d'avoir du coup un peu voilà, de diffuser voilà, l'expertise de votre entreprise au niveau européen. Je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir être contacté le cas échéant par d'autres structures européennes. Il y a aussi des brokerage events ou des événements de réseautage auxquels vous pouvez vous associer. Donc souvent, à l'origine, ça se faisait en vrai, on se voyait en B2B et ça permettait d'identifier des partenaires qui étaient intéressés par les mêmes sujets que vous. Là, maintenant, c'est dématérialisé. Comme vous le savez, on fait tout ça en ligne. Et donc, il y a la Commission européenne en lien avec le réseau des PCN du Cluster 6, le réseau européen, qui a ouvert une plateforme B2Match pour un brokerage event qui est passé en septembre. Mais la plateforme reste ouverte, je crois, jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dessus encore maintenant. C'est vraiment, c'est encore possible. Il y a encore enfin voilà. Donc, on vous a mis plusieurs liens pour voir des brokerage events. Et puis aussi, appuyez-vous sur les bases de données de projets déjà financés. Déjà parce qu'il y a besoin quand on rédige un projet, de s'appuyer sur des projets déjà financés. On ne part jamais de zéro quand on dépose un projet européen. Et puis, en plus, ça permet vraiment d'aller voir euh, les structures qui ont bénéficié de financement européen, donc qui ont cette expertise-là, qui ont cette expérience. Donc voilà, vous avez des outils comme Cordis, que vous connaissez certainement, dans lequel vous trouvez, voilà, vous tapez un mot-clé et puis vous allez trouver vraiment plein d'appels, plein de projets déjà financés avec le consortium, etc. Il y a une base de données nationale qui s'appelle Scanner. Voilà. Et slide suivante. Et voilà, donc là, je ne rentre pas plus dans le détail, mais au niveau de l'équipe des PCN, des points de contact nationaux, vous savez qu'on a notre site horizon-europe.gouv.fr sur laquelle vous allez trouver un certain nombre d'informations utiles. Il y a une page dédiée aux entreprises sur ce site, donc n'hésitez pas à la consulter. Et puis là, je vous ai mis quelques liens avec des retours d'expérience d'entreprises en particulier, que je trouve vraiment très intéressant, très instructif. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer dessus et à aller les revisionner. Et puis aussi, je vous ai mis les liens vers les ressources juridiques et financières. C'est vrai que ça aide aussi d'avoir des conseils pour le dépôt ou le lancement d'un projet. Voilà. Merci beaucoup Laura pour cette présentation bien utile qui d'ailleurs va se recroiser forcément avec la table ronde ou le panel virtuel qui va suivre par la suite. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat sur ta présentation et je remercie Antoine qui avait pris le temps de répondre par écrit. Donc, il y avait des questions sur le prochain programme de travail et d'autres types de questions. Donc, Antoine a pris le temps de répondre à chacune. Et puis, s'il y en a quelques-unes qui doivent être traitées, je propose de les traiter à la fin, du coup, une fois qu'on aurait réalisé le troisième point, donc le panel. Donc, on essaiera, compte tenu des expériences des uns des autres, de répondre à ces questions aussi avec un vécu des entreprises. Merci encore pour ton temps. Je sais que tu vas te déconnecter un peu plus tôt, mais on sera là du coup pour répondre aussi à quelques questions qui n'ont pas été encore évoquées dans le chat. Ça marche. Alors, je propose maintenant de passer à la troisième axe à aborder aujourd'hui, donc qui va inclure 3 témoignages qui va se dérouler sous forme d'une discussion, d'un échange à 4. Donc, je propose d'allumer les caméras aux 3 intervenants. Donc, il s'agit de Monsieur Alban Pobla, qui est CEO de l'entreprise Dilepix
et notamment membre du pôle VG-Police. Rémi Declercq, qui est coordinateur du pôle R&D de l'entreprise Ecofilae. Et puis Laurent Bellard, qui est directeur scientifique dans le cadre de l'entreprise Naturplast. Et ce qu'il faut savoir dans ces 3 témoignages, c'est qu'on a des profils différents, des entreprises qui travaillent sur des sujets différents, mais tous en lien avec le cluster 6 bio-environnement. Donc, je pense qu'ils sauront nous donner des retours très utiles aux autres entreprises qui souhaitent se lancer dans le cadre des projets européens. Et puis, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'ils ont tous les 3 des expériences différentes, c'est-à-dire certains sont axés sur des RIA, donc des actions de recherche et d'innovation, certains sur des CSA ou les 2, et puis même des IA. Donc, on a tous les 3 types des projets qui seront abordés dans ces témoignages. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir que le niveau d'expérience de chacun d'entre eux est différent. Nous avons à la fois des entreprises qui viennent de démarrer leurs expériences dans les projets européens et d'autres qui sont là depuis bien longtemps. Donc voilà, je fais un peu le teasing sur les 3 interventions, mais ce que je vous propose peut-être, c'est de commencer avec un tour de table virtuelle et vous laisser la possibilité de vous présenter chacun à votre tour en quelques mots sur l'activité de votre entreprise et l'entreprise que vous représentez. Donc, je propose à Alban de commencer. Oui, bonjour, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je représente la société Dilepix. On propose des solutions logicielles embarquées de contrôle automatique par la vision des tracteurs, des robots, des machines agricoles. Et on propose aussi des solutions cloud de surveillance automatique des cultures et des élevages, porcins, bovins, larves d'insectes par exemple, par caméra et intelligence artificielle. Sur les cultures, c'est toutes les cultures, des grandes cultures, arboriculture, vignes, maraîchage, etc. On travaille, et même plantes à parfum et médicinales. On travaille uniquement en B2B avec des fabricants de tracteurs, d'équipements agricoles, des laboratoires pharmaceutiques par exemple, les vétérinaires et des sociétés de conseil agricole. Nos clients, c'est des grands groupes comme ACCO, Kuhn, Boehringer Ingelheim en pharma ou des instituts de recherche comme l'INRAE sur les animaux par exemple, et encore des belles startups comme Mycophyto dans le domaine des cultures. Merci beaucoup, Alban. Je donne la parole du coup à Rémi Declercq. Oui, bonjour. Donc Rémi Declercq, Ecofilae. Ecofilae, qui on est une société de conseil spécialisée sur la réutilisation des eaux, l'économie circulaire de l'eau. On accompagne des collectivités, des agriculteurs, des industriels dans ce domaine, la réutilisation des eaux de station, la réutilisation des eaux grises, la réutilisation des eaux industrielles. Et voilà, on est depuis 5 ans impliqués dans des projets européens type Horizon et H2020. Merci beaucoup, Rémi. Et Laurent. Oui, bonjour à tous. Déjà, dans un premier temps, merci pour l'invitation et m'avoir convié à faire part de ma petite expérience sur les projets européens. Donc, Laurent Bellard, je suis le directeur scientifique d'une société qui s'appelle Naturplast. Nous, on est spécialisé dans le négoce et la recherche et le développement sur les matières premières bioplastiques, biosourcées et ou biodégradables. On intervient auprès de quasiment tout le monde, en fait. À part l'aéronautique et l'aérospatiale, on a dû travailler dans quasiment tous les secteurs d'activité depuis que la société a été créée. Et on va travailler aussi bien avec des TPE, des auto-entrepreneurs presque, qu'avec des grands groupes que tout le monde connaît, des grands groupes de luxe ou de grande distribution. Voilà. Et depuis que la société a été créée, ça fait partie de notre ADN. On participe à ces projets collaboratifs. Merci beaucoup, Laurent, pour la présentation. Merci à tous les 3 d'avoir accepté de faire ce témoignage ici en ligne aujourd'hui pour les autres entreprises qui souhaiteraient se positionner comme vous sur les projets européens. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être commencer par Alban et j'aimerais bien, Alban, que vous nous expliquiez un peu, donc en tant que Dilepix, comment concrètement, quelle est votre stratégie, comment vous vous êtes positionné, vous avez démarré, donc vous êtes positionné sur les projets Horizon Europe, nous faire part de votre expérience. Et puis, voir comment concrètement, en tant qu'entreprise, voilà, on a vu que vous avez votre propre activité de recherche et d'innovation. Donc, comment vous intégrez
cette activité au sein des projets européens. Ça marche. Déjà, dire que tout ce qu'a présenté Laura est très, très juste. Moi, je partage à 110 000 % tout ce qu'elle a pu dire. Donc, je vais essayer de pas trop répéter ce qu'elle a dit, mais je suis vraiment d'accord à 100 %, on va dire. Alors, il faut préciser qu'à titre personnel, je suis aussi expert industriel. Donc, elle a évoqué le moment, à un moment donné, qu'on peut s'inscrire en tant qu'expert. C'est très, très utile. On pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus. Donc, expert industriel auprès de la Commission européenne. Donc, je ne me prononce pas sur la qualité scientifique des projets que j'audite, mais je me prononce sur le go-to-market et la notion de TRL est très importante, notamment, mais pas que. Et je me prononce aussi quand même sur l'aspect technologique. Je ne suis pas neuneu non plus en sciences, quoi. Et donc, je connais bien ces dispositifs et les sources de financement qui en émanent. Et sur le projet en particulier dans lequel on est actuellement, qui s'appelle Follow, je dois préciser que c'est VG Police qui nous a contactés, qui nous a fait part d'une offre d'une université espagnole de partenariat sur ce projet qui était en train de se construire. Alors, nous, le timing, c'était pas 5 ou 8 mois. On a été contactés le 22 janvier et la deadline pour candidater tous ensemble, c'était le 26 février. Donc, en fait, on avait à peine un mois pour rentrer dans un projet, trouver un sujet et faire une proposition. Ce qui était vraiment très court pour se familiariser avec ce projet d'une très grande ampleur et tous les autres participants. Il fallait formuler une proposition de travaux qui rentrait dans les objectifs du projet, dans les work packages qui étaient déjà constitués. Il a fallu qu'on les modifie un petit peu pour qu'on rentre dedans. Il a fallu qu'on soit très réactif et effectivement, on y a consacré plusieurs jours personnels sur un mois. On aurait dû y consacrer peut-être autant de temps, mais sur 3 ou 4 mois. Donc, il a fallu être vraiment très performant. D'une manière générale, nous, on participe. Vous parliez de la stratégie, Christina. D'une manière générale, nous, on postule à aucun projet collaboratif subventionné si le taux de couverture n'est pas supérieur à 60 %. Donc nous, les RIA, Research Innovation Action, nous vont bien puisque c'est 100 % de financement. Bien sûr, on a candidaté à d'autres appels à projets auparavant, on va continuer à le faire sur d'autres appels. On est lauréat Lab, on est dans un programme d'investissement d'avenir, un PIA, ou encore des financements nationaux et régionaux. Donc nous, c'est une stratégie complète chez Dilepix qui s'intègre dans le fait d'avoir de la trésorerie qui rentre chez Dilepix dans le cadre de notre R&D. Dans le cas de Follow, donc ça nous permet de financer à 100 % ce qui rentre dans notre roadmap de R&D et on n'a pas hésité un seul instant pour y répondre positivement parce que tout était aligné, le sujet, ce qui était demandé éventuellement aux partenaires. Vraiment, c'était pile dans la roadmap qu'on avait décidé chez Dilepix. L'idée, c'est que, enfin, pour les startups plutôt, chez nous, chez Dilepix, ça peut représenter certaines années plus de la moitié de la trésorerie qu'on génère sur une année par rapport au chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment très, très important. On y viendra tout à l'heure, vous aurez des questions là-dessus, j'imagine, Christina, sur les montants, les budgets, et cetera. Mais notre stratégie, c'est vraiment que ça finance une partie de notre R&D à partir du moment où c'est cohérent avec notre R&D. Ok. Et du coup, je note, merci beaucoup, Albin. Je note, donc, il faut être réactif. Donc, dès qu'on a l'offre, essayer de positionner au plus vite parce qu'il y a un timing court. L'importance de l'écosystème, parce que je note, du coup, le fait que vous vous êtes fait accompagner par un pôle de compétitivité pour trouver les partenaires. J'ai aussi une question pour le type d'action. Vous avez mentionné votre stratégie de vous positionner sur une area qui est financée à 100 %, ce qui est très positif. Mais pour une entreprise qui travaille sur des technologies, des solutions qui sont assez proches parfois de marché, il se peut qu'on se pose la question sur le TRL. Comment, du coup, vous vous positionnez dans le cadre de votre projet, qui est une IA, donc j'imagine avec un niveau de maturité technologique assez bas. Comment vous vous positionnez avec vos technologies qui, je suppose, sont beaucoup plus élevées à un niveau de TRL? Oui, alors nous, on est sur un RIA en fait et donc il y a 2 façons de répondre à votre question. C'est pas gênant que le niveau de TRL soit très bas. Comme je le dis, si ça rentre dans la roadmap R&D de la société, bah, tant mieux et puis on est un très faible niveau de TRL, mais du coup, on a accès aux meilleurs laboratoires européens, à la meilleure state of the art de la techno et surtout de la science autour de nous. Ça, c'est le premier axe, mais le deuxième axe, c'est sur certains projets, nous, on apporte une technologie au service de la recherche d'instituts. Donc nous, notre technologie, par exemple, sert à collecter des données et à analyser des données pour élaborer des modèles. Donc en fait, nous, dans notre projet, les chercheurs, ils élaborent des modèles, ça c'est le côté recherche, et nous, on apporte une technologie qui est opérationnelle, qui est commercialisée, donc TRL 8.9 quasiment, pour aider ces chercheurs à générer des données. Donc, il faut retenir en tant qu'entreprise que ce n'est pas grave, c'est pas du tout grave d'être dans une RIA parce que si on a une technologie avec une maturité technologique plus haute, on peut tout à fait s'intégrer dans les projets européens avec des TRL plus bas parce qu'au final, c'est le niveau de maturité technologique du projet qui compte et pas vice-versa. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur en voyant Tout que à c'est une fait. RIA avec un niveau de maturité technologique assez bas.
Tout à fait. Si je veux être Merci. très concret, ah pardon, vas-y, non, si pour être Merci très, très Albin. concret, nous, on a des outils qui, recueillent des données et analysent des données par intelligence artificielle et c'est ça qu'on met à la disposition des chercheurs. Mais l'outil complet avec le modèle, il sera prêt dans 4 ans, hein, bien sûr, il sera pas prêt au démarrage du projet. Merci. On reviendra de toute façon à d'autres aspects, mais voilà, juste pour, j'aimerais bien en fait faire intervenir aussi sur la stratégie Rémi d'Ecofilae, parce que je pense que eux, ils ont eu, enfin, ils se sont positionnés sur les projets européens légèrement différents par rapport à Dilepix. Ils n'ont pas été accompagnés par un pôle de compétitivité, ou peut-être je me trompe, mais je pense que l'histoire est un peu différente. Donc, Rémi, si vous pouvez un peu nous expliquer l'émergence du coup et l'historique de votre positionnement à l'Europe. Oui, alors effectivement, nous, comment on s'est positionné à l'Europe? C'est parce que historiquement, on est sur une thématique qui était émergente en France, la réutilisation des eaux, il y a encore 8-10 ans, même si maintenant tout le monde en parle. Et les seules manières de travailler, d'avoir des missions, c'était de travailler à l'étranger, de travailler avec des partenaires étrangers. Et du coup, de fil en aiguille, on a créé un réseau un réseau international et européen sur le sujet, dont des Espagnols qui avait besoin sur un projet, entre autres, un projet, c'était un CSA. Donc le CSA, je rappelle que c'est des missions qui sont plus dans une logique de transfert de connaissances que le RIA, et qui nous ont embarqués en tant que référents français sur ce sujet-là pour être le référent sur la thématique de la réutilisation des eaux et des actions de transfert de connaissances de la recherche vers le monde opérationnel. Donc nous, ça nous a permis de mettre le pied à l'étrier, en fait, d'aller rencontrer des gens auparavant qui, eux, étaient beaucoup plus familiers avec ce montage de projet, surtout que, comme on l'a dit au tout début du webinaire, il y a encore quelques années, on était très peu en France, surtout des PME, à monter dans ce type de projet européen. Donc voilà, de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on est monté, et puis en travaillant, on va dire, peut-être bien pendant ce projet, en connectant, en créant de nouveaux contacts, petit à petit, on a réussi à s'installer dans d'autres projets et à monter dans des projets, pas que Horizon, également d'autres financements européens, type Prima, qui sont assez liés, hein, relativement liés. Donc nous, comment on voit ces projets européens? Ils ont un petit peu deux fonctions pour nous. Ils sont dans une logique de lien avec l'innovation et la recherche, nous permettre d'être à la pointe des connaissances sur ces approches de recherche, que ce soit sur l'aspect de traitement de l'eau, de méthodologie, de solutions digitales appliquées à notre domaine. Donc d'être à la pointe de la connaissance et d'assurer un transfert à la fois à nos clients chez nous et puis en même temps pour nous en interne, améliorer, optimiser notre expertise. Donc c'est beaucoup une logique également un petit peu de communication sur ces actions de CSA. En parallèle de ça, on est très impliqué dans ces projets Horizon aussi pour du développement d'approches innovantes et de méthodologies. Type, nous, ce sont principalement des méthodes d'analyse environnementale et d'analyse économique qui nous ont permis, en lien avec des chercheurs étrangers plus avancés, peut-être même que chez nous en France sur ces domaines-là, d'avancer sur ces approches-là et du coup de développer nos services dans une logique un petit peu de R&D interne à l'entreprise. Donc voilà, un peu deux aspects pour nous sur ces projets européens. Donc, ce que je retiens aussi l'intérêt chez vous, c'est que vous avez cet aspect en tant que bureau d'études aussi. Donc, vous travaillez sur des études, etc. Vous avez cette double casquette, si j'ai bien compris, un peu plus le volet technologique et puis le volet donc R&D et plus le volet études, bureau d'études. Et que finalement, vous pouvez vous positionner avec ces deux casquettes. Et ce que je veux en tirer comme conclusion aussi, c'est qu'on peut être un bureau d'études et être partenaire d'un projet européen. En fait, on peut faire des études, des comparatives entre des différents territoires, travailler sur un sujet, donc proposer des réglementations politiques, je suppose. Donc, tout ça, c'est aussi possible dans un projet Horizon Europe. Oui, exactement. Exactement, c'est un point que je vous avais pas mentionné juste avant. C'est qu'il y a cette logique d'être à la pointe en termes au niveau de connaissances, d'innovation qui se passe en Europe, sur les réglementations également, et c'est ce que nous permettent, entre autres, nous, ces projets européens, de développer nos propres méthodes, donc cette logique de R&D interne. Et puis même, avec nous, comme vous disiez, notre approche d'avoir un bureau d'études et un pôle, on va dire, plus R&D. Nos prestations en tant que bureau d'études intéressent beaucoup de partenaires de recherche dans le cadre de leur projet européen. Et du coup, ça devient également une forme, on va dire, de prestation pour nous que ce type de projet. Donc c'est vraiment, effectivement, il y a un troisième volet intéressant pour nous dans ce type de projet.
Merci beaucoup, Rémi. Et pour arriver à Laurent, du coup, je sais que Laurent, je vais le faire voyager et longtemps en arrière parce que du coup, au Nature Place, si je me souviens bien, vous avez une douzaine de projets en cours d'implémentation ou déjà implémentés dans le programme depuis FP7. Donc, je rappelle aux participants, c'est l'ancêtre ou le grand frère de Horizon Europe parce qu'il y avait le FP7 après H2020 et maintenant Horizon Europe. Donc, Laurent, pour revenir à votre stratégie de positionnement, comment vous avez commencé et comment vous êtes positionné pour la prochaine fois et puis comment vous avez arrivé à avoir 12 projets déjà Comment on s'est positionné? Je dirais que nous, on a la chance d'être une entreprise et d'être quasiment les seuls en France, voire en Europe, à avoir ce secteur d'activité bien spécifique autour de nos produits. Donc, on a une activité qui va être sur le négoce de matière, ça c'est une chose, et on a également une activité de R&D. On a également une double casquette qui nous permet de nous positionner sur différents projets. Alors effectivement, historiquement, ça ne va pas me rajeunir, mais le tout premier projet, on l'a démarré il y a 12 ans, quand le laboratoire a été créé. Parce que en fait, on a été contacté par un centre technique, par l'Actia, parce qu'on avait accès à une matière qui les intéressait beaucoup pour développer de nouveaux produits. Donc, comme on était les seuls à avoir la matière, ils nous ont contactés et on a lancé le projet comme ça dès que le labo a été créé. L'avantage après, c'est que finalement, ça nous a mis, je dirais, le pied à l'étrier il y a 12 ans de ça. Et sans être très familier de ces projets, ni de savoir exactement dans quoi on s'embarquait, sans savoir en fait comment les gérer, on s'est lancé. Ce premier projet nous a apporté beaucoup en termes de compétences, mais également en termes de compétences de gestion pour savoir comment intégrer un projet européen, comment le suivre, comment le faire fonctionner, comment le valoriser. Et de fil en aiguille, en fait, on a enchaîné sur un deuxième projet, puis un troisième projet. Et petit à petit, en fait, on a créé un réseau. Et ce réseau nous permet aujourd'hui d'avoir je dirais, tout un panel de partenaires potentiels européens qui nous connaissent, que l'on connaît, et ces informations-là se diffusent en fait assez vite. Donc, concrètement, aujourd'hui, notre stratégie au niveau des projets européens, elle n'a presque même pas besoin d'être développée puisqu'on vient nous chercher. Avec la compétence et l'expertise que l'on a acquise dans les projets européens, aujourd'hui, on vient nous chercher pour participer à ces projets-là parce que l'on sait qu'on a l'habitude de contribuer à ces projets, qu'on sait comment y contribuer, qu'on a une expertise relativement ancienne et relativement pointue dans ce secteur-là. Donc, je dirais que l'occasion a fait le larron et au tout début, lorsqu'on a commencé le premier projet, on était 4 dans l'entreprise. Donc, ça peut être c'est effrayant, concrètement. On était sur un système de start-up et même pas encore de TPE. Et aujourd'hui, on reste une TPE, on est une quinzaine de personnes, mais on a intégré complètement dans notre stratégie de recherche de participer à ces projets européens, aussi bien pour augmenter notre savoir-faire. En termes de recherche et de connaissances, on cherche toujours à apprendre. Mais, et je rejoins là-dessus Alban, il y a aussi tout un aspect économique, puisque les financements européens sont extrêmement intéressants lorsqu'on fait de la R&D. Ça permet d'amortir beaucoup les efforts nécessaires pour faire de la R&D. On sait que la science coûte cher, donc quand l'Europe nous aide, on essaye d'en profiter. Voilà. Merci Laurent. Et du coup, si on retient des trois tours, enfin des trois retours, l'écosystème, et on revient à ce que Laura aussi a dit, Union fait la force, parce qu'au début, j'ai l'impression que au moins 2 sur 3, vous avez été quand même contactés par l'écosystème local pour intégrer. Et puis aussi le fait que d'être dans un projet européen, ça monte la crédibilité de l'entreprise et qu'une fois qu'on est dedans, ça vient un peu toute seule, si j'ai bien retenu le message de Laurent, c'était aussi le fait qu'aujourd'hui, vous êtes même capable de refuser des projets parce que ce n'est pas assez pertinent pour votre activité et pas vice-versa. Donc, en tout cas, je retiens ça. Vous me corrigez si je me trompe. Et j'ai Non, une c'est tout à question, fait ça. Laurent. J'ai une question, Laurent, par rapport à ce que vous disiez sur les actions d'innovation, parce que si je ne me trompe pas, la majorité de vos projets en cours ou finalisés étaient des projets avec des IA, donc avec un niveau de maturité technologique assez élevé. On sait que pour une entreprise, donc le financement pour ce type de projet est de 70%. Et pour parler du coup de la trésorerie d'entreprise, je pense qu'une entreprise pose souvent la question, comment vous arrivez à cofinancer la partie restante? Est-ce que ça reste toujours intéressant? Voilà.
Alors, strictement financièrement parlant, 70%, en général, c'est les taux de subvention les plus élevés qu'on va pouvoir obtenir. Alors aujourd'hui, c'est vrai, il y a les RIA, ça c'est une chose. Malheureusement, j'ai pas de RIA moi de mon côté, donc j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. 70%, ça reste un taux de financement très intéressant. Ça bonde au niveau de la trésorerie et je pense que Alban ou Rémi ne me contrediront pas. On est toujours content de voir ces subventions-là tomber. Sur les 30% restants, ce reste à charge au niveau de l'entreprise, en théorie, il doit fonctionner sur la trésorerie de l'entreprise. Il faut quand même savoir que donc on a des possibilités de cofinancement. À minima, en général, sur les 30% restants, on peut également les déclarer au CIR, en crédit d'impôt recherche en France. Donc ce CIR rajoute en général 30% du reste à charge. Donc 30% de 30%, ça nous rajoute globalement 9%. Donc un projet Europe subventionné à 70%, à la fin de l'année, au final, il est subventionné aussi à 79%. Donc ce sont des petites choses en fait que l'on apprend au fur et à mesure qu'on monte le projet, parce qu'au début, le CIR, on n'y pense pas. Et finalement, lorsqu'on est dans un projet Europe, c'est quasi automatique. Quasi. Donc il y a forcément je dirais, un effort financier à fournir au niveau d'une entreprise, puisque dans tous les cas, il y a un reste à charge. Tout le jeu de l'entreprise est de savoir est-ce que ce reste à charge et ce que je dois sortir, est-ce que la stratégie du projet et l'attendue du projet est suffisamment intéressant pour moi pour que je me dise ça vaut le coup que j'investisse cet argent-là. Concrètement, nous aujourd'hui, oui, on est dans une position où on peut se permettre de refuser. Donc si on estime par exemple que le potentiel applicatif du projet pour nous est trop faible, aujourd'hui, on a le luxe de pouvoir dire non. Voilà, et on refusera. Donc, on compte sur les retombées du projet aussi pour amortir ce reste à charge. D'accord, merci pour ce retour. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut compléter cette question. Sinon, je passe à une autre question qui préoccupe souvent les entreprises et je sais qu'en tant que PCN, on a souvent la question sur le taux de réussite. Quand on présente les projets Horizon Europe, on nous demande quels sont les taux de réussite et parfois les entreprises hésitent un peu parce qu'ils disent que c'est assez bas, etc. Donc, vous, en tant qu'entreprise, voilà, vous avez déposé des projets, je suppose que vous n'avez pas toujours gagné les projets. Donc, quel est votre retour sur cette expérience quand on dépose un projet et que ça passe pas toujours? Donc, je ne sais pas, Albin, si vous avez quelque chose à partager sur ce sujet, mais il me semble que vous avez eu un projet qui n'est pas passé, mais qui s'est transformé. Voilà, je pense que vous m'avez mentionné quand on avait discuté ensemble quelque chose de ce type. Oui, alors on a beau être expert à la Commission européenne, on ne gagne pas toujours les candidatures qu'on envoie à la Commission. Parce que ça te déborde aussi sans défausser des autres partenaires. Juste un petit point préalable pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Nous, quand on dit qu'on participe qu'à des RIA parce qu'on veut un taux de couverture minimal, c'est exactement pour ce qui vient d'être dit sur le crédit d'impôt recherche. Nous, en dessous d'un certain taux, on considère qu'il vaut mieux faire du crédit d'impôt recherche. Donc, je referme la parenthèse, c'est un peu technique. Parlez-en à vos responsables financiers ou à votre expert comptable. Mais nous, c'est pour cette raison-là qu'on fait ça. Donc, pour les échecs éventuels, d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est que plus on participe à des projets, sans y consacrer trop de temps non plus, plus on apprend des choses, plus on se fait connaître de l'écosystème. Et nous, par exemple, dans la suite de Follow qu'on a gagné, on a été sollicité pour présenter un autre projet, aussi gros, aussi impactant, mais qui n'a pas été retenu. Mais c'est pas grave, parce que parmi les partenaires, il y en a un qui est devenu notre client. Il nous a identifiés grâce à ça. Et franchement, bah, c'est tout bénef, parce que on s'est fait connaître dans un autre domaine. Là, c'était pour le stockage du carbone dans le sol, sur lequel on n'était pas du tout identifié, je pense, en Europe, jusqu'à cet appel à projet. Et ça nous a amené du business. D'une façon générale, ça nous rend visible, pardon, vis-à-vis de l'écosystème, ce qui a été déjà dit très très bien avant. Et c'est pour ça que j'inciterai à toutes les entreprises françaises à le faire. Rendez-vous visible d'acteurs européens. Ce sera jamais perdu. Ça fait travailler l'anglais, ça fait voyager un petit peu quand on est sélectionné. Donc un échec n'est pas très grave. Il ne faut pas les multiplier. Et des fois, ça permet de s'entraîner à bien positionner, comme l'a très bien dit d'ailleurs Laura, excellence, impact, qualité, implémentation, gestion des ressources. Ça, c'est une méthodologie de projet, les Work Package, qui est même très utile aussi dans le fonctionnement de la société au quotidien. Merci beaucoup pour ce partage, Alban. Je ne sais pas si peut-être Rémi veut compléter. Voilà, si on était à évaluer votre taux de réussite aujourd'hui, voilà, vous avez, il me semble, 3-4 projets qui ont été implémentés ou en cours d'implémentation. Voilà, quel est votre retour là-dessus?
Oui, alors nous, effectivement, on n'a pas eu un taux de succès forcément très, très gros, mais ce que je remarque quand même, c'est que on a eu beaucoup de sollicitations. Je pense qu'on a dû partir peut-être dans 7 ou 8 projets sur les 5, 6 dernières années pour 3 réussites sur des projets Horizon et H20, je parle. Et globalement, souvent, ça a marché quand c'était avec des gens qui avaient déjà monté d'autres projets, qui étaient, on va dire, solides, où on avait bien cadré que la réponse au projet, enfin le projet en même répondait très bien au call. Et qu'à chaque fois où on s'est dit, tiens, on répond, on fournit quelques éléments méthodos, on est partenaire, mais vraiment un peu léger, dernier partenaire un peu en queue de liste, on fournit des éléments méthodos, on vérifie pas trop le cadre du projet, nous, ça n'a pas abouti. Ce qui a vraiment abouti, j'ai l'impression, c'est quand on s'est pris en main et les projets, on sent que tous les partenaires se sont impliqués dedans. On est souvent sollicité par des gens qui montent un projet, et puis il y a des contributeurs, c'est eux qui sont les architectes, mais tous les autres sont juste des contributeurs qui n'ont pas ou très peu de relations entre eux. Et ça, globalement, moi, ça n'a jamais marché pour nous. Voilà. Et ceux qui ont réussi, c'est ceux où tous ceux peu de partenaires, hein, en général, nous, c'est entre 10 et 15, hein, se sont vraiment impliqués avec une logique qui a été partagée par tout le monde, une histoire projet. J'ai envie de dire, j'appelle ça une histoire du projet, voilà, le fil directeur que l'on propose, qui est intéressant, qui est bien monté, et puis des partenaires solides qui avaient déjà des références. Il n'y a pas de secret. Ouais, si je D'accord, peux donc ajouter quelque chose, oui. Christina, Oui. qui va dans le sens de ce que vient de dire Rémi. Ça a été abordé tout à l'heure, contributeur et coordinateur. C'est vrai que nous, on évalue tout de suite la qualité du coordinateur ou de la coordinatrice. C'est-à-dire la Mhm. personne qui semble être en charge de la rédaction, de la mobilisation des troupes. Si on voit trop de faiblesse dans cette personne-là, à manager, à relancer les gens dans les tout premiers instants du projet, on s'en va. Ça nous est arrivé de nous en aller de projet où on voulait y aller et on s'est dit non, ça va être, pardon, le bordel, où ça va être compliqué d'avancer. Mhm. Par contre, quand on sent super bien la personne, même si c'est la première fois qu'elle ou il dépose coordonne, Mhm. si on sent que c'est bien organisé, il y a vraiment de la méthodo, même s'il n'y a pas de consultant associé, nous Ah oui. on a gagné un projet sans consultant et on a perdu un projet avec consultant, donc comme quoi ça n'a pas forcément de règle de valeur. Mais c'est très important ce qui est dit. Nous, on participe toujours Et que quand vous, en participant, jamais en et coordinateur. quand C'est vous parlez trop de travail. évaluation, est-ce que c'est uniquement au feeling ou Oui. aussi d'aller Pardon. sur les Mhm. outils de type Cordis, voir s'il y a eu déjà Ah si, si, oui, oui, coordination? oui, 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 voilà ça. Ben, on regarde évidemment si déjà l'entité qui porte a déjà été souvent gagnante. Mais bon, vous savez, Wageningen, par exemple, dans notre domaine, c'est l'université en Hollande qui gagne quasiment tout en Europe, sauf qu'il y a des très très mauvais coordinateurs à Wageningen, je peux vous le dire en tant qu'expert. Donc je vais aussi aller regarder avec mon équipe Personne. là où les personnes qui sont à la charge, parce qu'on a envie de bien s'entendre avec ces gens-là. Quand vous avez une personne qui est un peu compliquée en termes de personnalité, ça nous arrive aussi en tant qu'expert. Moi, il y a des gens que j'ai identifiés en tant qu'expert, je ne veux jamais travailler avec eux, quoi, clairement. Même s'il y a de Donc, l'argent à la clé. ça, Mais ouais, ça, ça, ça goupille bien la présentation de Laura qui disait qu'il faut nouer le contact aussi dans la phase de exactement. préparation de dossier et s'assurer. J'ai envie d'aller vers Laurent pour lui poser aussi un peu la question dans le même sens sur ces 12 projets, parce que voilà, j'ai retenu de Rémi qui disait qu'il faut avoir une certaine continuité dans le travail et puis avec les gens qu'on s'entend aller plus loin. Est-ce que vous, dans les 12 projets, c'est toujours un peu les mêmes ou comment ça se passe? Il y a vraiment, honnêtement, il y a de tout. Alors, déjà, pour répondre au niveau un peu de taux de succès, j'ai refait, je regardais suite à un échange il n'y a pas très longtemps. On a un taux de succès, nous, qui est au-delà de 40% sur les projets européens. Le taux de succès que l'on a est relativement élevé, je pense, par rapport à d'autres PME, mais c'est toujours pareil, c'est lié au fait qu'on est en position de choisir. Et donc, du coup, comme le disait Alban, si on sent pas le projet, si on sent pas le coordinateur, si on sent pas la personne, si on sent pas le consortium ou le marché ou peu importe, si on a un doute, en fait, on préfère ne pas y aller. Donc, on sélectionne vraiment les projets et ça permet aussi d'avoir des taux de réussite assez importants. Après, au niveau des partenaires qui on retrouve des partenaires d'un projet à l'autre parfois. Ça peut arriver. C'est Je pense qu'il y a peut-être, oui, je dirais peut-être 15 ou 20% des partenaires qu'on va retrouver d'un projet à l'autre.
Et en général, lorsqu'on retrouve des partenaires de ce type-là, on est très content de les retrouver souvent, parce que souvent, ce sont des projets qui se sont très bien passés. Par contre, on ne tourne pas en boucle fermée, puisqu'on Mm. reste quand même dans une logique aussi, on reste une entreprise, donc on a aussi un objectif de potentiellement d'avoir des clients derrière. Et si on a déjà identifié un partenaire qui est déjà devenu un client et on a d'autres opportunités qui se présentent via les projets, ça va aussi également nous intéresser d'aboutir sur d'autres marchés et d'autres typologies de clients. Donc on a des partenaires, je dirais, récurrents qui nous contactent régulièrement, et notamment des centres techniques espagnols, puisque les centres techniques espagnols sont très, très forts sur le montage de projets. Donc eux nous contactent très régulièrement pour participer à des projets. Et ensuite, au niveau des partenaires industriels, globalement, non, ça tourne quand même pas mal. Je veux dire, c'est assez curieux maintenant que j'y pense. C'est vrai qu'on a l'impression que souvent les partenaires publics que l'on a sont souvent des gens à qui on a déjà eu affaire. Et les partenaires privés, au contraire, tournent un peu plus. Ça peut être Donc, aléatoire. oui, D'accord. oui. Ok, merci beaucoup pour ce retour. Une question sur la propriété intellectuelle, peut-être j'aimerais vous poser, parce que je sais que les entreprises, pareil, parfois, ils ont un peu peur de se lancer dans des projets collaboratifs en se disant, voilà, j'ai des technologies, des solutions, j'ai pas trop envie de partager. Voilà, comment vous réglez chacun au sein de vos entités quand vous positionnez sur les projets européens cet aspect-là? Est-ce que vous avez plutôt un retour positif, des mauvaises pratiques à partager, des points de vigilance? Voilà, je ne sais pas qui veut se lancer. Je peux commencer si vous voulez. Bah, d'abord, dire qu'un accord de consortium est obligatoire du point de vue de l'Europe et doit être élaboré et signé avant le démarrage du projet. Donc, des fois, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand en général, un consortium est très bien organisé, il y a déjà des documents types et il n'y a plus qu'à remplir quelques détails et ça va assez vite. Euh, comme tout projet collaboratif, les résultats propres à chacun des partenaires en général, n'appartiennent qu'aux partenaires qui les a générés. Et après, les discussions, elles portent plutôt sur les résultats communs, qui sont régis par des règles qui vont aller du partage des retombées selon l'investissement consenti par chacun des partenaires, par exemple, ou selon le nombre de partenaires impliqués sur le résultat. Tout arrangement est possible, hein. Franchement, ça dépend des projets. On a des projets sur lesquels il y a 5 partenaires, chacun à 20%, quel que soit l'investissement qu'il a consenti. Et il y a d'autres projets où on va regarder l'investissement financier et ressources humaines qui a été consenti sur l'action pour voir comment on la divise. Ce qui est important, c'est de vérifier que vous avez vraiment accès à l'ensemble des résultats, au moins à des fins de R&D ad vitam aeternam. Il ne faut pas qu'un partenaire vous dise, bah, à la fin du projet, j'emporte avec moi des choses. Si vous avez contribué ensemble à un résultat, il doit va vous appartenir au minimum pour pouvoir y accéder sans avoir à demander à l'autre pour pouvoir faire votre R&D. Après, pour sortir une solution commerciale, c'est normal de s'accorder avec le partenaire avec lequel on a fait la production de ce résultat. D'accord, merci pour ce Mais témoignage. pas de mauvais retour de notre côté. On n'a jamais eu de Je soucis sur des projets pense européens. que Remy souhaitait ajouter quelque chose ou peut-être Oui, rapidement sur la confidentialité, nous on n'a jamais eu de mauvais retours aussi. Globalement, on est dans des proportions comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à peu près 30% de PME et le reste sont partenaires publics ou des entreprises de recherche. Voilà, du coup nous sur nos aspects de R&D, il y a peu de risques. Quand il y en a, effectivement, il y a un accord de consortium. Et puis, il est partagé avec les autres partenaires qui ont participé, qui sont de d'autres pays, donc j'ai envie de dire presque sur d'autres marchés. Ça nous a jamais posé de problème dans ce point-là. Et puis pour nous, il y a aussi une question aussi sur ce sont des projets souvent où certains livrables sont publics, d'autres ne le sont pas. Donc peut-être faire jouer sur ça. Nous, on joue sur ça, certains livrables qui le sont, puis d'autres qui sont cruciaux le sont pas. Et sur cela, et même sur ceux qui le sont, s'ils doivent être publics et qui sont importants pour nous, dans tous les cas, nous, on mesure plus ça en termes de temps gagné, parce que le temps que quelqu'un soit informé du résultat de ce projet, lise le livrable, se l'approprie, etc., entre guillemets, on a gagné 3 ans, 4 ans le temps du projet, quoi. Il y a une question qui arrive dans le chat sur le même sujet du propriété intellectuelle. Donc, Sébastien qui demande comment avez-vous géré la confidentialité des technos innovants développés et la nécessité de communication et dissémination dans la période du projet qui est demandée par la Commission européenne, en fait. Donc, si vous voulez peut-être, je ne sais pas si Laurent, vous voulez peut-être partager votre point de vue là-dessus, quand vous êtes plutôt sur ce volet technologie innovante. Oui, oui. Donc, je dirais pas.
la répartition de propriété intellectuelle, je suis comme mes collègues, à savoir que en général, j'ai pas de mauvaise expérience, de mauvais retours d'expérience à faire. Et en général, jusqu'à présent, on a toujours eu affaire à des gens intelligents, je dirais. Donc, on a toujours réussi à trouver des terrains d'entente et sans devoir discuter pendant des mois et des mois et des mois pour trouver des terrains d'entente. Donc, en général, tout le monde est assez conscient des efforts que chacun consent pour faire avancer le projet. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu de mauvaise expérience. Ça s'est toujours fait en très, très bonne intelligence. Au niveau de la communication et de la dissémination, donc, comme le mentionnait Rémi, on a une partie de livrable qui doit être publique et une partie de livrable qui reste du domaine privé. Donc, dans le domaine public, dans tous les cas, lorsqu'un livrable public doit être édité, chaque partenaire qui contribue au livrable ou qui apporte un élément à ce livrable-là a normalement un droit de relecture. Et en fait, à chaque fois qu'on a eu des livrables publics qui devaient être édités pour la commission, ou même lorsqu'on a eu de la communication et de la dissémination, et que certaines de nos technologies ou de nos produits devaient être mises en avant, on a systématiquement demandé à valider ce qui allait être publié de manière ouverte. Et dans certains cas où on estimait que les données communiquées allaient trop loin par rapport à ce que l'on avait consenti dans les accords de consortium ou les accords de confidentialité que l'on avait pu signer par ailleurs, on a demandé des modifications. Donc, on doit donner un certain nombre de données. Ceci dit, on n'est pas obligé C'est à vous de mettre les barrières quelque C'est ça. part, tout est négociable. C'est ça. Et en fait, on négocie pour clairement dire, ne le dis pas comme ça, dis-le plutôt comme ça, puisqu'on sait que la concurrence à notre niveau, si on va trop loin dans le détail, saura exactement ce que l'on a fait. Donc ça, il faut absolument que l'on évite. Donc on a un droit on demande à valider en fait tout ce qui va être édité ou dit officiellement. D'accord, merci beaucoup pour ce retour. Je sais qu'on avait prévu une temps de questions-réponses aussi. Je vois qu'elles arrivent dans le chat, mais si quelqu'un veut lever la main et poser d'autres questions, n'hésitez pas. Je pense que c'est le bon moment. Il nous reste encore quelques minutes avant de conclure cette session. Est-ce que quelqu'un dans la salle voudrait poser des questions directement? Sinon, je continue parce que j'en ai encore 2 questions. Alors, je me lance et puis si ça arrive plus tard, on le prendra. Voilà, si jamais j'ai une question un peu de type, est-ce que si jamais vous serez primo-déposant dans un projet Horizon Europe avec le vécu et l'expérience que vous avez, quels conseils, comment s'y prendre pour vraiment réussir? J'aimerais bien faire ce tour de table pour avoir quelques conseils de votre part. Peut-être Alban, si vous commencez. Avec plaisir. D'abord lire, des appels à projets en détail, déjà pour comprendre, c'est une méthodologie, c'est une façon de parler, Laura l'a précisé tout à l'heure, faudra s'exprimer sur, l'excellence du projet. L'excellence du projet, ça veut dire les objectifs du projet en fait, hein, scientifiques, techniques et cetera. Faudra se prononcer sur l'impact, quel impact ça va avoir sur, l'Europe, sur l'écosystème européen, sur les PME en Europe, sur les end users, donc ça peut être les agriculteurs, ça peut être les consommateurs, ça peut être et cetera. La qualité de la technologie qui va être développée, est-ce qu'elle répond à certains standards? Et puis l'implémentation, c'est, comment on va déployer, le projet, comment on va l'organiser, l'orchestrer et si on va bien gérer des ressources. Donc il faut avoir en tête ça, dans sa tête avant de postuler, de se dire qu'on devra être bon sur ces critères-là si on veut une bonne note des évaluateurs dont des fois je fais partie. Et l'idée, c'est de se dire, faut pas avoir peur de rentrer, ça peut paraître un peu compliqué, abscon et cetera, mais renseignez-vous, regardez les projets qui ont été gagnés. Souvent, l'information, elle est publique, hein. Comme c'était dit en début de conférence, on peut accéder à beaucoup de bases de données publiques. On peut sur Cordis, on a plein d'informations sur les projets qu'on gagné. Il faut aller les lire, il faut lire des fois la partie publique de ces projets-là. Et puis, il ne faut pas hésiter à questionner son réseau. Vous avez sûrement une entreprise dans votre entourage, un labo qui a déjà participé, qui a gagné, qui peut peut-être vous aider. Il ne faut pas rester dans son coin tout seul et avoir peur d'y participer. Et puis après, c'est pas grave si vous êtes pris une porte et que vous n'avez pas réussi la première fois. Il y en aura d'autres et plus on participe, ça a été dit par tout le monde, plus on va être sollicité, plus on va être connu de l'écosystème et plus on aura le luxe, comme le disait Laurent, de refuser, certains projets. Mais il faut c'est pas, voilà, c'est pas de la badinerie, hein, c'est qu'on refuse un projet parce qu'il est pas dans notre roadmap R&D tout simplement. C'est pas parce qu'on n'a pas 36 000 qui tombent non plus tous les jours. C'est juste, faut être cohérent avec sa propre R&D quand même ou sa propre chaîne de production.
D'accord, donc je note ne pas avoir peur. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, mais il me semble que tous les trois, vous êtes dans une moyenne d'entreprise avec une quinzaine, vingtaine de salariés. Donc, il faut que le public soit aussi conscient que... Et puis que, il me semble, Naturplast avait commencé à 4 salariés quand vous avez commencé sur les projets européens. Donc, c'est possible, il faut juste oser. Rémi, quelque chose à ajouter sur ce... Oui, pas avoir peur, effectivement. Je pense qu'un des autres points clés, en plus de ce qu'a dit Alban, c'est vraiment d'aller pas hésiter à les repérer qui sont les coordinateurs, les porteurs de ces projets. C'est souvent les mêmes sur les thématiques. Et aller se présenter, faire l'effort de. C'est peut-être, voilà, c'est une porte d'entrée si vous arrivez à les rencontrer, à expliquer ce que vous faites, comment vous vous différenciez, ce que vous pouvez apporter. La porte d'entrée, aller vers ces coordinateurs qui ont quand même des habitudes, des portes d'entrée également. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça passe. Regardez un petit peu l'historique des coordinateurs de projet. Après, l'autre point, et moi je rejoins un petit peu plus ce que disait Laurent, c'est que nous, quand on a commencé il y a 5 ans, c'était un peu pareil, hein, on était 4 pour notre premier projet. Hem Et ce qui a fait la différence, c'est pareil, c'était qu'en fait, on était les seuls en France à faire ce qu'on faisait. Maintenant, c'est plus le cas, mais du coup, ça nous différenciait vraiment et ça nous rendait un petit peu unique en tant que partenaire français. Parce que quand on monte ce type de projet, il y a toujours une logique d'un peu se dire: «On va chercher des partenaires pas répartis tous dans un même pays». Donc voilà, il y a cette logique de se différencier par rapport à d'autres, montrer que ce qu'on peut apporter est nouveau. Un coordinateur de projet qui est bien identifié en sachant qu'on va chercher quelqu'un de solide pour pas perdre son temps, trop non plus au début et puis se différencier. Voilà et montrer qu'on est, qu'on peut être un peu le référent français. Merci Rémi. Et avant de passer la parole à Laurent, j'ai une question complémentaire pour lui. Et je reviens à la slide de Laura, coordonner ou être partenaire. Est-ce que ça vous est venu à l'esprit d'être coordinateur après 12 projets en cours? Qu'est-ce que vous ferez un jour, peut-être sauter là ou pas? Et est-ce que vous avez réfléchi à ces sujets? Et puis pareil, quels sont vos conseils? Donc beaucoup de questions en une. Donc je vais déjà, au niveau des conseils, je vais juste, en rajouter, un petit. Donc ne pas avoir peur, ça c'est effectivement, on se représente un projet européen comme une espèce de montagne de lourdeur administrative, de gestion et cetera. Très honnêtement, ça n'est pas le cas. Je dis pas qu'il y a rien à faire, soyons honnêtes, il y a quand même du suivi, il y a quand même de la gestion à faire, bien évidemment, mais c'est beaucoup moins lourd que ce que l'on imagine, surtout lorsqu'on l'a déjà fait, qu'on a mis en place ces outils. Une fois que les outils, on les a mis en place au début, donc on rame un petit peu au début, c'est vrai, mais une fois que c'est fait, très honnêtement, les outils qu'on a mis en place il y a 12 ans, on continue à les utiliser, ils nous vont très bien, ils évoluent un petit peu, tous les ans, mais la base est restée la même. Donc, n'ayez pas peur de ça. Le premier pas est, comme souvent, le premier pas est le plus difficile. Le deuxième conseil, ça a été dit par tout le monde, faites-vous connaître. C'est très utile. Le réseau de partenaires sur les projets européens est vraiment utile. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître, à mettre en avant vos qualités, vos éléments différenciants pour que vous soyez, connus et que l'on puisse faire appel à vous. Et le troisième petit conseil, c'est, et qui rejoint finalement la question, est-ce qu'on nous, aujourd'hui, on s'envisage en tant que coordinateur? Pour avoir vu beaucoup de projets tourner, avoir vu l'importance du rôle du coordinateur du projet et le travail que ça représente, parce que pour le coup, coordinateur de projet demande beaucoup de travail au niveau européen. Aujourd'hui, nous, on n'imagine pas le faire parce qu'on estime qu'on n'a pas les reins assez solides pour aller gérer un consortium de 15 à 20 partenaires. Heu, Ceci dit, depuis 1 an, on commence à avoir des velléités A, donc je pense que ça arrivera. Peut-être pas dans l'année qui suit, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, effectivement, on essaiera nous aussi de coordonner un projet européen, le temps que l'on puisse avoir les reins encore un peu plus solides pour pouvoir se permettre de faire ça. Et du coup, je pense que le jour où on montera un projet, on se fera accompagner et ça va répondre un petit peu à la question. Alors accompagner, par un cabinet de consultants ou pas? Puisque là, pareil, on a eu des projets montés par des cabinets de consultants, où ça s'est très bien passé, le projet a été validé et à l'inverse, on a eu des projets menés par des cabinets de consultants où ça s'est beaucoup moins bien passé et où au final le projet n'a pas été retenu. Le cabinet de consultants peut être utile, pour moi, c'est pas une obligation, et je pense que je me ferai surtout accompagner, au moins pour le premier, par les pôles de compétitivité, qui ont des gens très compétents,
et dont c'est aussi l'un des rôles de nous aider à monter les projets et à les labelliser. Donc, à mon sens, moi, personnellement, je ferai d'abord appel à un cabinet, enfin, un pôle de compétitivité. J'ai eu des cabinets de consultants qui étaient très bons. J'hésiterai pas à faire appel avec eux si le besoin s'en fait sentir. Mais on a aussi des organismes en France dont c'est le rôle et il ne faut pas hésiter à faire appel à eux pour ça. Et je vois Donc, que si on ça a fait retient réagir tout le monde. Merci Laurent, parce qu'effectivement, il y avait une question dans le chat sur les consultants. Donc, si on retient qu'il faut tout d'abord aller chercher dans son écosystème les acteurs qui accompagnent, qui ont l'habitude d'accompagner les entreprises, se conseiller avec eux. Et puis, si on fait appel à un consultant, être sûr d'avoir le bon, ceux qui sont vraiment des bons consultants qui savent implémenter et gérer ce type de projet pour pas se retrouver en difficulté après. Je sais que Rémi et Alban voulaient compléter quelque chose, donc je vous laisse compléter. Oui, je commence. Ouais, moi, je voulais rebondir. Effectivement, j'ai l'impression que coordonner, c'est un boulot, c'est presque un business, c'est un mode de fonctionnement pour une entreprise à part. C'est encore autre chose en termes de compétences, en termes de capacité d'entreprise. Nous, ce qu'on préfère faire maintenant, c'est ce qu'on a fait sur le dernier qu'on vient de gagner, là, le projet Boostin, c'est que on le monte en partenariat avec d'autres entreprises, d'autres centres de recherche. Mais donc on est vraiment à l'origine du projet, on l'organise un petit peu comme on le souhaite. Mais coordonner, c'est encore autre chose. C'est encore un autre niveau derrière en termes même de enfin de business model, hein, pour l'entreprise. Donc, je pense que nous, on n'y est pas, et que c'est encore un gap au-dessus et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont spécialisées là-dedans. Et même, j'aurais plus tendance à faire appel à, non pas des bureaux de consultants qui sont spécialisés dans le montage de projets, mais plutôt à des entreprises qui ont la compétence métier et en même temps qui ont développé cette compétence de montage et de coordination. Nous, c'est plus comme ça qu'on le voit. Mais voilà. Mais par contre, je sais, et peut-être que Alban pourra compléter, que un consortium et surtout sur des actions, peut-être des CSA entre autres, qui sont portées par des entreprises et non pas par des centres de recherche ou des centres publics, ça peut être très bien vu. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ce double pendant derrière. Merci beaucoup Rémi. Alban, Ouais, très le rapidement, mot de comme la il est fin. déjà 15h34, c'était juste pour dire, je voulais Exactement. dire qu'il fallait faire appel au pôle de compétitivité, mais c'était très Ah oui. très bien dit. VG Police, nous on fait appel aussi à d'autres pôles de compétitivité. Des fois, ils ont même des collaborateurs qui proposent des prestations, enfin les pôles qui proposent des prestations de relecture, de montage de projet. Dans notre cas, on a été très satisfait du travail d'accompagnement de VG Police, qui nous a aidés, qui a relu des fois des chapitres au tout début où on a postulé sur un projet. Moi, ça fait 15 ans que je fais des projets, donc je sais faire, mais c'est pas parce qu'on sait faire qu'il faut pas se laisser relire par quelqu'un. Voilà. Donc, vraiment, l'épaule, c'est la meilleure. Enfin, moi, je trouve que c'est les meilleurs conseils et j'ai plutôt des bons retours de travail avec des consultants. On a gagné des choses, on a perdu des choses avec eux. Voilà, ça dépend des projets. Moi, je préfère quand même que ce soit un coordinateur qui soit autocompétent et qui ne semble pas avoir besoin de consultants, si je devais tirer une ligne stricte. Mais voilà, on a aussi gagné des appels à projets grâce à des consultants. Mais après, c'est un peu compliqué parce que c'est moyennement géré ensuite, parce que là, on voit bien que le rôle du consultant est essentiel pour gagner le projet. Merci beaucoup pour ce retour. On a 5 minutes de retard, donc je sais que certains des participants vont nous commencer à se déconnecter. Moi, ce que je souhaite, je sais qu'il y a encore une dernière question dans le chat, on verra bien si on arrive répondre, mais en attendant, donc j'aimerais bien inviter les gens qui doivent partir d'évaluer ce webinaire. Moi, personnellement, je remercie aux participants de s'être connectés, mais aux intervenants également, donc à Laura, Antoine et à vous trois pour avoir pris le temps de partager votre expérience avec le public. Et puis, vous savez que le webinaire sera enregistré et partagé ensuite à la communauté entreprise. Donc, j'espère que ça sera utile pour les autres. Il y avait une dernière question sur le IC Accélérateur. Si vous avez jamais pensé d'y participer, je pense qu'il y en a un d'entre vous qui peut-être ont eu l'instrument TPE phase 1, voilà, qui est l'ancêtre, mais peut-être non, pas encore pour Dilepix, donc voilà, vous n'avez pas tenté ça. Et donc, c'est Non pas le plus, cas. faut être honnête.
Peut-être D'accord. très rapidement, nous, on regarde les taux de réussite et quand on voit, par exemple, le montant du financement, Eurostar, par exemple, je crois que c'était 7 de taux de réussite pour 30 000 € max ou 50 000 € max, je sais plus. On va pas là-dessus, quoi. Franchement, moi, je préfère Mhm. travailler plus fort et gagner un client à 30 ou 50 000 € qu'essayer d'avoir une subvention sur ça, qui souvent d'ailleurs n'est pas à 100 de financement. Donc, nous, on essaie de consulter un peu les taux de réussite pour voir si c'est, plutôt 7 ou plutôt 30 ou 40 et dans notre cas, on réussit entre 30 et 50 des selon les années, des dossiers qu'on dépose, donc on n'a aucune honte à le dire, hein, il faut en faire plusieurs pour en gagner certains. Et des fois, quand on voit les financements, on n'a pas évoqué ce thème-là, mais nous, pour notre part, par exemple, c'est 450 000 € sur 4 ans. Donc pour une boîte de moins de 10 personnes, c'est gigantesque, un financement de 100 comme ça. Donc vraiment, allez-y, il y a très peu d'entreprises françaises. Moi, en tant qu'expert, je vois tout le temps des Espagnols, des Italiens, des Grecs qui sont très forts, et tant mieux, ils ont raison. C'est nous qui avons tort de ne pas y aller. Allez-y, allez-y, allez-y. Il faut qu'on ait des Français un peu, des Françaises. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je vois qu'il y a des gens qui doivent partir. Nous avons pris 7 minutes de retard. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à vous pour les interventions. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement ici.